Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, c'est la 3e visite depuis le mois de mars. Le président malgache Eratzouari Mampianine a été reçu à l'Élysée ce vendredi par le président français François Hollande. Au menu des discussions, la coopération franco-malgache. La mobilisation se poursuit contre la propagation du virus Ebola et l'accent est mis sur la mobilisation de fonds. 1 milliard de dollars serait nécessaire pour faire face à cette épidémie. Et puis, mise en cause dans une affaire de trafic présumé d'enfants, le président de l'Assemblée nationale nigérienne, Ama Amadou, a préféré s'installer à l'étranger. Il dénonce une machination politique visant à l'écarter de la prochaine échéance présidentielle. Visite officielle de Eratzouari Mampianine en France. Le chef d'État malgache est arrivé à Paris ce vendredi où il a été reçu par son homologue français, le président François Hollande. Au programme des discussions, l'intensification des échanges économiques entre les deux États. Marie-Angèle Toré. C'est dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant entre Antananarive et Paris que le président Eratzouari Mampianine a rencontré son homologue français François Hollande. La visite officielle effectuée par le chef de l'État malgache en France ce vendredi a été l'occasion d'évoquer l'évolution des relations bilatérales entre les deux pays. Cette visite perpétue la longue tradition d'amitié et de coopération qui existe entre nos deux pays. Les liens qui nous unissent sont séculaires, sont historiques, comme vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le Président. Et Madagascar est un pays ami de la France. Cette visite, comme toutes les visites officielles, vise aussi le renforcement des relations bilatérales. Nous avons discuté aujourd'hui d'économie. Après 5 années de crise politique, la Grande Île est dans une dynamique de reconstruction économique. Dans cette optique, le président malgache a tenu à rassurer les éventuels investisseurs et à réaffirmer sa volonté de maintenir un climat politique stable. Je suis là pour sensibiliser les autorités françaises et notamment la communauté économique pour dire vous avez un pays ami, vous avez un pays qui a un potentiel, qui a une volonté de développer, qui est aujourd'hui déterminé et s'engage à mettre en place l'état de droit, la bonne gouvernance, une justice équitable, lutter contre la corruption. Voilà les idées moteurs qui sont derrière toute cette volonté que je représente aujourd'hui. Après cette visite officielle en France, la délégation malgache se rend à New York où elle assistera au sommet pour le climat et au débat général de la 69e Assemblée générale des Nations unies, prévu du 22 au 25 septembre. L'Afrique à l'unisson pour lutter contre le virus Ebola. Plusieurs dirigeants africains, dont le chef d'État béninois Boni Yayi, plongent actuellement sur des voies et moyens de freiner l'avancée du virus. Et dans cette optique, la communauté internationale est appelée à mettre la main au portefeuille. Nicolas Kukel et Marie-Angèle Toré. La lutte contre le virus Ebola constitue un défi pour l'Afrique. Réunis à Malabo, en Guinée équatoriale ce lundi, plusieurs présidents africains se sont engagés à travailler ensemble pour lutter contre cette épidémie. Certains d'entre eux souhaitent la levée de mesures restrictives telles que la fermeture des frontières et la suspension des vols vers les pays touchés. En effet, ces mesures auraient des effets négatifs sur le plan économique et social. Nous n'avons pas beaucoup respecté les textes sur cette question de liberté de circulation. Nous avons senti la faiblesse des effets de telles mesures à travers, je crois, comme je viens de l'indiquer, les morts que nous avons enregistrés. Et enfin, l'impact économique et l'impact sur le commerce et l'impact sur la liberté au niveau, disons, de nos citoyens. Étant donné l'ampleur de la pandémie Ebola et ses conséquences néfastes, les chefs d'État lancent un appel à l'augmentation des aides financières allouées au secteur de la recherche. Ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'ici au niveau, par exemple, de nos centres universitaires, il faut absolument renforcer la communauté scientifique, lui donner des moyens et que nous puissions mutualiser nos efforts, nos ressources pour venir en aide aux pays qui sont frappés par cette pandémie.
La Guinée équatoriale est le premier pays africain à avoir apporté une aide financière visant à soutenir les efforts de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, en faisant un don de 2 millions de dollars américains. C'est une affaire qui fait grand bruit au Niger, mis en cause dans une affaire de trafic présumé d'enfants. Le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a quitté le pays pour se réfugier en France. Le leader de l'opposition nigérienne crie au complot politique, Yohan Diameta. Accusé d'être impliqué dans un trafic présumé d'enfants, le président de l'Assemblée nationale nigérienne, Hama Amadou, soupçonne le pouvoir en place de complot. Il a depuis quitté le continent africain fin août, après la levée de son immunité diplomatique, et a trouvé refuge en Europe. J'ai quitté le Niger. J'ai quitté le Niger parce que M. Issoufou, à partir de son village où il était en vacances, a convoqué l'ensemble du gouvernement dans son village pour leur donner instruction qu'avant le jeudi, il les a convoqués le lundi, qu'avant jeudi, il faut que je sois en prison. Or, dans un dossier judiciaire bien fait, quand le juge d'instruction a le dossier en main, c'est au juge d'instruction et non au procureur de la République d'engager les poursuites contre X ou Y. En rupture avec la majorité présidentielle depuis août 2013, Hama Amadou s'est depuis érigé en chef de file de l'opposition nigérienne et dénonce une gestion piteuse du pays qui se livre à la répression politique à l'approche des prochaines élections présidentielles de 2016. Sur le plan économique, je peux vous le dire, c'est la catastrophe. Sur le plan social, la pauvreté a pris beaucoup et s'est renforcée davantage. Et pour camoufler tout cela, M. Issoufou fait de la diversion tactique en mettant en avant la dimension politique surtout. Et pour que les yeux soient sérieusement fixés sur cette dimension politique, il a pris à partie l'ensemble des opposants qui représentent une alternative possible pour le Niger. Et son objectif est de les éliminer d'une manière directe ou indirecte. Et je fais partie malheureusement de ces opposants pour lesquels il fait des pieds et des mains pour m'empêcher d'être candidat en 2016. En quittant le Niger, Hama Amadou espère ainsi enclencher une procédure judiciaire internationale qui l'innocenterait afin de pouvoir se porter candidat pour les prochaines présidentielles. Mon intention étant toujours de rester en lice, c'est bien à un moment ou un autre de retourner au Niger pour affronter M. Issoufou, ce qu'il ne veut pas. Et s'il plaît à Dieu, je l'affronterai et comme je l'ai dit la dernière fois, je le battrai. Pour le moment, aucun mandat d'arrêt n'a été délivré contre Hama Amadou. La justice nigérienne doit désormais se prononcer sur la suite du dossier. Ubité, janté, télé, le slogan d'une campagne lancée ce mercredi au Sénégal par des acteurs du système éducatif. Cette initiative citoyenne milite pour un démarrage effectif des cours le jour même de la rentrée scolaire. Il faut dire qu'un décalage entre ces deux dates est généralement constaté dans le pays. Reportage de notre correspondant sur place, Ella Djendjaye. C'est devenu une habitude au Sénégal. Les cours ne démarrent que plusieurs jours, voire des semaines après la date officielle de la rentrée scolaire. Le constat est que le temps d'apprentissage est insuffisant avec un quantum horaire qui tourne autour de 600 heures contre 900 heures pour la norme mondiale. Pour remédier à cette situation, l'opération Ubité Jangtei, c'est-à-dire tous ensemble pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée officielle des classes, a été lancée ce mercredi à Dakar. Il faudrait que le Sénégal fasse des efforts pour qu'enfin qu'on puisse avoir un quantum horaire conséquent qui puisse garantir la qualité des enseignements d'apprentissage. Mais nous nous sommes dit, surveiller le quantum horaire, c'est le faire à l'entame de l'année scolaire. C'est pourquoi nous souhaitons que cette année, qu'on puisse avoir une année scolaire qui démarre à temps, où les enfants vont être en classe dès le jour de la rentrée et où les enseignements d'apprentissage vont être effectifs donc le jour de la rentrée. Pour ce faire, il est nécessaire que les enseignants y participent. Ces derniers d'ailleurs ne sont pas prêts pour rejoindre les salles de classe le 29 septembre, date à laquelle est fixée la rentrée pour le personnel administratif et les enseignants. Ils comptent tout de même accompagner la campagne Ubité Jangtei. Que le 8, que toutes les dispositions soient prises pour que les élèves soient présents, qu'ils aient pu faire leur inscription ou pas. Il faudrait que le gouvernement, à travers le ministère de l'Éducation, prenne les dispositions pour que les élèves puissent se présenter. S'il y a des régularisations à faire, on pourra les faire après. Mais également, en ce qui concerne les enseignants, nous avons pris tout l'engagement que le 8 au matin,
Si les élèves sont présents, nous allons démarrer effectivement notre programme parce qu'en réalité, le respect du quantum horaire, l'achèvement des programmes, c'est ça l'objectif de chaque enseignant en début d'année. Le ministère de tutelle s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour respecter le calendrier. À ce titre, il invite tous les acteurs à s'impliquer pour concrétiser l'opération. Tout ce qui est vraiment facilitation, tout ce qui est condition pour permettre à l'université de pouvoir bien se dérouler, c'est du ressort du ministère. C'est une tâche primordiale pour le ministère. Et nous sommes mobilisés véritablement pour cette tâche. Parce que nous considérons que cette initiative, effectivement, est une grande contribution dans la lutte que nous menons pour une école de qualité depuis plusieurs années. Syndicats, société civile, enseignants, tous sont unanimes pour le démarrage effectif des cours au premier jour de la rentrée qui est prévu ce 8 octobre. Ceci pour éviter les programmes scolaires inachevés, ce qui a été toujours indexé comme étant à l'origine des résultats faibles lors des examens. La population burkinabé croît d'environ 3% par an en raison notamment d'une baisse du taux de mortalité. Évidemment, cette forte croissance démographique influe sur l'économie nationale. Il est donc désormais question d'optimiser le développement économique afin de répondre aux besoins croissants des populations. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, connaît une croissance démographique très élevée. En effet, selon le dernier recensement général de la population, le taux de croissance démographique au Burkina est d'environ 3% par an. Une forte croissance qui s'explique par la baisse de la mortalité et aussi une hausse du taux de fécondité. Une augmentation de la population qui influe sur l'économie du pays. L'évolution démographique influence dans une certaine mesure l'ampleur des ressources qu'il faut mettre à la disposition des différents secteurs sociaux pour répondre aux besoins dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'emploi. Une population qui est caractérisée par une forte proportion d'enfants en bas âge et de personnes âgées, la population dépendante, cela veut dire qu'il faut plus d'investissement pour satisfaire les besoins de cette population. La population burkinabé est estimée à près de 17 millions d'âmes, dont 47% de jeunes. Le manque d'emploi se pose donc. À titre d'exemple, au Burkina Faso, un travailleur a à sa charge environ 2 personnes. En somme, une population en grande majorité dépendante. Pour transformer cette croissance en opportunité, des chercheurs proposent un concept qui consiste à un investissement économique pour inverser cette tendance de dépendance. Avec l'évolution démographique, avec la baisse de la fécondité, on va, avec le temps, assister à un changement de ce rapport-là et une situation où il y aura proportionnellement plus de personnes dans la tranche d'âge active que de personnes dépendantes. Et c'est ce qui nous amène donc à aborder le concept de dividende démographique, ou ce qu'on appelle communément une fenêtre d'opportunité. Et si elle est bien saisie par les pays, en termes donc de politique adéquate dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'emploi, cela peut donc booster, accélérer la croissance économique. Depuis 1991, le Burkina Faso dispose d'une politique nationale de la population. Selon ce schéma, le pays compte d'ici à l'horizon 2030 baisser son taux de fécondité de 6 enfants par femme à environ 3 en misant sur la vulgarisation de la planification familiale. Mais la non-alphabétisation d'une grande majorité de la population, selon certains analystes, est un frein à cette politique d'écart de naissance. Il sied donc, selon eux, de miser dans le secteur de l'éducation pour une population plus épanouie. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.